toutes et à tous, bienvenue dans cette table ronde qui promet d'être passionnante. D'abord par son sujet, et si la e-santé prenait soin de notre environnement, et également par la pluralité et la qualité de nos intervenants. Merci et intervenantes, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. En un mot d'introduction, peut-être rappeler qu'il y a des chiffres que beaucoup d'entre vous connaissent sur l'impact de la santé sur l'environnement. Il y a également des chiffres qu'on pourra rappeler tout à l'heure sur l'impact du numérique sur l'environnement. On va y revenir. Donc la question sera de savoir, dans cet intitulé, et si la e-santé prenait soin de notre environnement, est-ce que la e-santé peut venir en aide à la santé par rapport à son impact à elle? Est-ce que la e-santé est une des solutions pour régler certains des problèmes de durabilité que sont occasionnés par la santé? Dans un deuxième volet, on pourra aussi se demander d'aller un peu plus loin et répondre à la question telle quelle. Est-ce que vraiment la e-santé en tant que telle peut, comme le dirait Julie Durand, du GRAD Occitanie, apporter des externalités positives sur notre environnement? Est-ce que vraiment la e-santé peut faire du bien à notre environnement et de quelle manière? On sera amené à parler de prévention à ce moment-là. Et puis on essaiera d'élargir un petit peu le débat avec ce qui a formé une grande partie des débats jusqu'à présent depuis hier, évidemment, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Au gré, à la vitesse à laquelle on va, qu'est-ce qui arrive demain pour notre environnement si on continue à utiliser de l'IA comme on le fait aujourd'hui, y compris dans des aspects de santé. Voilà, ça sera un peu les trois thèmes qu'on va brosser. On va commencer peut-être par un tour d'horizon. Je vais d'abord commencer par présenter chacun des intervenants pour vous éviter de le refaire à chaque fois et rendre la conversation plus fluide. À ma gauche, Imogen Marouillad, vous êtes Head of Solution Delivery chez Merck Digital Health, n'est-ce pas? J'espère que vous le prononcerez bien mieux que moi, je suis sûr que ça sera le cas. Merci d'être là. À vos côtés, Gabriel Petit, directeur commercial Aquitaine chez Dalkia, donc le pôle énergie de EDF. À votre côté, à votre gauche, Jérémy Camp, responsable du pôle architecture et urgence du GRAD e-santé Occitanie. Merci d'être venu. Et enfin, Julien Rousseau, responsable engagement collaborateur et citoyen au laboratoire Pierre Fabre. Merci à nouveau à tous les quatre d'être là. Pour commencer, je vais me tourner d'abord vers vous, Jérémy Camp, pour vous demander, et ça sera un peu la même question à tous les quatre. Aujourd'hui, donc Jérémy, dans votre pratique, donc le GRAD, je le rappelle, accompagnement des établissements de santé avec des solutions numériques, avec du déploiement de solutions numériques, notamment, et vous travaillez en grande collaboration avec l'ARS. Dans cet engagement-là, dans ce travail d'accompagnement, où mettez-vous de la durabilité, où placez-vous cette exigence de durabilité que vous communiquez aux établissements de soins avec qui vous travaillez? Bonjour à tous, alors donc nous on est le GRAD e-santé Occitanie. Pour faire simple, on met à disposition des services numériques aux professionnels de santé, donc pour faciliter les soins, la coordination des patients, plein de choses. Donc c'est vraiment le numérique au service de la santé et pas du numérique pour faire du numérique, comme Marie-Christine le disait tout à l'heure. L'objectif derrière ça, donc, c'est beaucoup de financement public. Ça veut dire qu'on a un devoir aussi de bien dépenser l'argent public. Et la durabilité, quelque part, fait partie aussi de ces critères. Donc nous, on l'intègre à plusieurs niveaux, en tout cas on essaye. Le premier niveau, c'est vraiment au niveau interne. La durabilité, pour nous, c'est quelque chose qui s'applique pour tous les collaborateurs. En fait, quand on parle de durable, de numérique responsable, c'est pas quelque chose qui s'applique qu'à des techniques ou des développeurs. En fait, ça touche tout le monde. Si on donne l'exemple d'un concepteur métier qui va poser une règle de gestion, en fait, est-ce que cette règle de gestion elle est utile? Est-ce qu'elle est bien définie? Est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle est... Mais ça, c'est des questions. Si à la fin, on ne développe pas une fonctionnalité ou qu'on la fait de manière plus simple, mais automatiquement, il y a un ROI pour les utilisateurs. Donc, plus il y a de monde qui est sensibilisé et qui se pose les questions, parce que la première étape, c'est vraiment se poser la question, plus on peut essayer d'amener des réponses qui intègrent ce critère-là. On l'intègre aussi, nous, au travers de nos marchés. Donc, on est un contexte public, donc on passe par des marchés publics. Ça veut dire que si on met des exigences qui intègrent la durabilité, en fait, automatiquement, on va réussir à embarquer les éditeurs, que ce soit des développeurs de solutions type ESN ou des éditeurs SaaS. Le fait de poser la question, les challenger, en fait, ça les fait aussi monter en compétence, ça leur fait se poser la question, ça devient des exigences qui sont imposées aujourd'hui. Est-ce que ça se limite à leur poser la question ou est-ce qu'il y a vraiment dans ces appels d'offres des critères précis ?
il y a des critères qui sont vraiment écrits. Par exemple, il y a le PUE qui est un critère assez connu dans le milieu, donc c'est l'efficacité énergétique d'un data center. Si on fait simple, c'est combien de kilowattheures en entrée versus combien de kilowattheures disponibles pour les serveurs. Et s'il faut 3 kilowattheures en entrée et 1 pour les serveurs, ça veut dire qu'on en a perdu 2 pour refroidir, etc. Donc ça, c'est de la déperdition. Donc le fait de choisir des data centers qui hébergent des solutions qui sont efficaces, on limite la consommation énergétique et l'empreinte environnementale associée. Donc ça, c'est un critère concret. On peut aussi intégrer le pourcentage d'énergie renouvelable au mix énergétique du data center. C'est pour ça qu'héberger des solutions en France ou en Europe dans certains pays, c'est vraiment des choix qui conditionnent de la durabilité sur la durée. À l'inverse, aller dans des pays où il y a beaucoup de charbon, on sait qu'on la dégrade de base. Donc ça, c'est vraiment des critères. Après, il faut aussi avoir conscience que la maturité des éditeurs, aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez jeune dans le monde de la santé, peut-être un peu moins en dehors. Donc on ne peut pas être trop exigeant, mais c'est pour ça que c'est important de discuter avec eux et de les embarquer petit à petit, parce que si on est trop exigeant d'entrée, en fait, on n'a personne qui sait répondre, et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de répondre à un besoin métier. Donc vous tempérez quand même, vous tempérez vos propres exigences vis-à-vis de, par rapport à celles que vous avez auprès des fournisseurs, mais vous les accompagnez, n'est-ce pas, pour les aider à atteindre des objectifs que vous vous fixez. C'est ça, sur la durée, c'est une démarche qui fait progresser tout le monde, aussi bien les collaborateurs en interne que les sociétés en externe, et qui sert à la fin et à la finalité le patient et le professionnel de santé. Donc nous, le grade, pour aller un peu plus loin, donc on a aussi construit une offre. Donc on accompagne aujourd'hui les établissements de la région Occitanie et qui souhaitent s'embarquer là-dedans. Donc on a un référencement de ressources. En fait, il faut avoir conscience que le numérique responsable, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, on ne le sait pas forcément. Donc l'idée, c'est on a un peu construit un référencement pour faciliter ceux qui voudraient mettre le pied à l'étrier. L'avantage de cette thématique, j'insiste parce que il n'y a pas besoin d'être expert pour aller là-dedans. La première étape, c'est se poser la question, mais on n'est pas sur des thématiques aussi compliquées que la génétique ou la physique nucléaire. C'est vraiment en fait beaucoup de bon sens. Donc le fait de savoir où chercher, ça permet de mettre en place les bonnes actions et de dégager un ROI. Encore faut-il y être sensibilisé et le vouloir. Et on pourra peut-être revenir là-dessus, sur le point de savoir est-ce que les établissements de santé, non seulement sont armés, ils le sont par le biais de l'annuaire que vous mettez à leur disposition, du référentiel que vous mettez à disposition, mais est-ce qu'ils sont en interne organisés pour atteindre des objectifs de durabilité? On pourra revenir à cette question tout à l'heure. Il y a juste un dernier point, donc je pourrais conclure mon propos là-dessus. En fait, la clé de cette thématique, c'est vraiment une thématique à ROI. Financier, environnemental bien sûr, usager, enfin, vraiment pour tout le monde. Si je fais le parallèle, aujourd'hui on parle beaucoup de cybersécurité et c'est pour la cyber à l'inverse, c'est un coût en plus qui n'a pas de ROI. On met de la double authentification parce qu'aujourd'hui les risques de cyberattaque sont beaucoup plus importants. Le durable, quand on s'embarque là-dedans, il y a un vrai ROI. Donc c'est vraiment intéressant d'y aller. C'est pas un coût pour un coût. Où est-ce qu'il est le ROI dans le durable pour les hôpitaux? Alors pour les hôpitaux, justement, si on prend l'angle énergétique, il y a de manière très pragmatique la facture d'électricité. Mais il y a aussi, quand on héberge des services, la facture d'hébergement associée, le numérique. En fait, tout est coûteux, entre guillemets, dans le numérique. Je parlais des impacts sur la seconde partie. Le fait d'optimiser les processus, en fait, vu que c'est beaucoup de bon sens, dès qu'on optimise un processus, dès qu'on met un petit peu moins, par exemple, de CPU à gauche versus à droite, dès qu'on... sur l'angle des éditeurs, une application, en fait, si on applique l'éco-conception, il y a moins de code, il est plus facilement maintenable. Un code qui est maintenable, ça veut dire qu'on peut faire des évolutions plus souvent, donc des cycles pour les utilisateurs, avoir des évolutions qui arrivent plus régulièrement. Là, on voit que sur des applications, en fait, la philosophie est un peu avant, c'était on fait des applications qui font papa, maman, qui vont sur la Lune et dont les 2/3 des fonctionnalités ne sont pas ou peu utilisées. Sur la durée, c'est très dur à maintenir, très dur à faire évoluer et à la fin, on a des applications qui ne répondent pas aux besoins. Les logiques d'éco-conception, donc l'éco-conception, c'est pour réduire l'empreinte environnementale au service de la fonctionnalité métier. Ça permet justement d'avoir des applications plus maintenables, plus évolutives. Donc il y a un vrai ROI à tous les niveaux.
On retournera sur le sujet de la conception quand j'arriverai à vous, Imogen. Juste avant, je vais faire un petit séjour, un petit passage par chez les laboratoires Pierre Fabre, parce que vous avez commencé par mentionner le rapport que vous avez avec les éditeurs de solutions, qui sont vos fournisseurs, ou en tout cas la branche amont de votre activité. Julien Rousseau, sur cet aspect fournisseur aussi, parlez-nous un petit peu de ce que c'est que la labellisation éco-responsabilité de niveau 2 chez Pierre Fabre. Alors, avant ça, je voulais rebondir sur les propos de Jérémy par rapport à l'approche héroïste de la durabilité. Nous, il se trouve qu'on a donc dans les hôpitaux, il y a des appels d'offres. Pierre Fabre et d'autres laboratoires répondent à des appels d'offres. Et à un moment donné, si on n'est pas au rendez-vous sur des critères de durabilité, on ne va pas être pris donc par les hôpitaux. Et notamment, je pense à un exemple qui n'est pas français, mais qui est dans les marchés des Nordiques. Nous avions Navelbine, cancer du poumon, qui était 2 fois plus cher que l'offre la plus basse, et nous sommes passés sur des critères de durabilité. Donc oui, il y a une vraie approche héroïste à la durabilité, et c'en est le meilleur des exemples. Après, je pense que pour toutes les personnes qui veulent intégrer de la durabilité dans leur offre de produits et leur offre de services, il y a un passage obligé. Et l'avantage, c'est que ce passage obligé, il est commun à toutes les entreprises. Ça s'appelle le service achat. Puisque l'impact des achats pour une entreprise, c'est entre 40 et 80% des émissions. Donc à un moment donné, c'est là-dessus qu'il est nécessaire d'agir si on veut intégrer la durabilité à notre offre de produits et de services. Donc nous, côté Pierre Fabre, nous avons choisi de faire labelliser notre démarche numérique responsable. Donc le 18 avril 2024, on a obtenu le plus haut niveau du label sur l'ensemble de nos activités et filiales. Alors là où il faut être très humble, c'est que ça récompense certes nos efforts, mais en même temps, ça nous engage sur 3 ans à travers 10 engagements extrêmement concrets. Et notamment, il y a un de ces engagements qui concerne les achats et la direction des achats. C'est un passage obligé. Et notamment, le nerf de la guerre, ça va être des critères dans les appels d'offres. Donc, notre engagement, c'est évidemment qu'il y avait déjà un responsable achat responsable, mais en plus, on a pris l'engagement d'avoir des critères numériques responsables, de former nos acheteurs et de former nos fournisseurs à ces critères de durabilité dans le numérique. Et c'est ça qui va être évalué à 3 ans sur un engagement auditable. Je rappelle que le label numérique responsable, il a été co-construit par l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et l'Institut du numérique responsable. Donc, et j'invite toutes les entreprises qui veulent intégrer de la durabilité dans leur offre de produits et de services à aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur l'Institut du numérique responsable. Depuis bientôt 1 an, il y a un closier numérique responsable qui est disponible, et la version 2 de ce closier, il va arriver très prochainement. Bien, donc de la recherche de durabilité en particulier à travers les achats qui représentent ce grand pourcentage de la dépense des émissions. Merci. Imogen Marouillat, dans le cas de Merck Digital, parlez-nous un petit peu du niveau auquel se place l'exigence de durabilité. Où est-ce que ça intervient? Et parlez-nous un peu de l'activité d'abord peut-être de Merck Digital. Avec plaisir, merci Nicolas. Donc, comme Nicolas a expliqué, moi je suis chef de l'équipe Solution Delivery dans notre équipe e-santé, si vous voulez, globale chez Merck. Donc, évidemment, on fournit les solutions en France, mais aussi dans plus que 50 pays autour du monde, dans de plusieurs aires thérapeutiques. Et mon équipe, juste pour donner un peu de contexte, où on peut vraiment avoir la main dans ce sujet de durabilité, dans la création des solutions numériques, c'est que mon équipe, on est responsable du design, développement et le lancement des solutions. Donc, ça veut dire que quelqu'un va m'approcher avec un concept un peu haut niveau et puis on va le totalement écraser, on va recommencer et puis on va partir surtout des besoins des patients. Donc, pour continuer un peu ce qu'il disait Jérémy, c'est aussi on essaie de ne pas avoir une obsolescence des features, des solutions. D'abord, on va cibler quand on va amener quelque chose avec de la valeur qui va vraiment répondre aux besoins, aux problèmes des patients, des professionnels de santé ou les aidants. On a de plusieurs utilisateurs pour nos solutions.
Puis, on va partir dans le développement, on va identifier les fournisseurs. On fait exactement ce qui était déjà décrit. On va exiger certaines attentes durabilité auprès de nos fournisseurs. On va les coacher si jamais. On va les coacher sur le green coding aussi pour réduire la taille de stockage de données et de code pour les solutions. On va évaluer les solutions pour voir si on peut enlever certaines fonctionnalités pour encore améliorer et réduire l'impact des solutions. Et puis, ça c'est pour la partie software, donc totalement numérique, mais aussi dans notre équipe, on travaille sur les dispositifs connectés. Donc il y a une partie hardware, et là on rentre dans les sujets un peu plus traditionnels, si vous voulez, dans la durabilité. Donc aussi là, on va dans notre plan de développement, il faut absolument qu'on ait un plan de déchets, et il faut savoir comment on va recycler. Et chez Merck, on a une ambition d'avoir une circularité à 70%. Et ça, c'est dans tous les secteurs aussi. Donc, chez Merck, c'est un peu connu, mais on a 3 business chez Merck. On a healthcare, la santé, on a life science et puis on a électronique. Donc, on partage aussi les objectifs, les ambitions de durabilité entre ces 3 business. Et il y a une entraide là aussi. Donc, niveau global, j'ai une vision de aussi amener les practices d'autres industries, d'autres solutions, d'autres aides thérapeutiques, d'autres pays pour encore améliorer comment on agit. Et puis, quelque chose surtout, je voulais en parler aujourd'hui, c'est dans la durabilité. Ce n'est pas, pour nous chez Merck, c'est pas seulement une question d'impact environnemental, carbone, l'eau, tout ça. C'est aussi une question d'accessibilité, équité, qui est reconnue dans les objectifs Sustainable Development Goals chez l'ONU. Donc pour nous, c'est vraiment cette dualité de la durabilité d'une façon classique, mais aussi d'augmenter l'accessibilité, l'équité à la santé. Et je suis très contente qu'une association publique a parlé de ROI, parce que je sais que la pharma est vue un peu comme la diable dans la santé. Donc aussi, nous sommes un business, on cherche du ROI, et souvent, il y a vraiment, on peut arriver à avoir une business case qui répond à tous ces besoins. L'environnement, l'équité, une valeur pour les utilisateurs et le business. Donc c'est vraiment intégré du berceau à la tombe, toute cette vue sur la durabilité. Mais Jeanne, quelle partie, pour anticiper un peu sur l'aspect qu'on a commencé à aborder avec Jérémy Camp, de ce que veulent les utilisateurs, quel aspect de la demande utilisateur porte, ou plutôt dans quelle mesure porte-t-elle sur des aspects de durabilité? Donc pour nous, on travaille sur 2 concepts chez Merck. License to operate, le permis à vraiment être là dans l'industrie, on en avait déjà parlé. Si on ne répond pas aux critères, aux normes, aux règlements, on ne peut pas avoir une solution dans le marché. Et aussi, ça commence à venir un peu des utilisateurs aussi, de public général. Et de notre côté, on parle de license to innovate. Donc, le permis à innover, on utilise les objectifs, les cibles de la durabilité, de nous pousser et chercher les solutions qui vont rendre une valeur dans le parcours de soins, mais aussi d'une stimulus de la durabilité. On arrive à faire ça aussi. Et aujourd'hui, ça dépend surtout de l'aire thérapeutique, l'indication de la maladie où on agit. Donc, par exemple, si on est dans le monde de cancer et il y a les traitements qui vont traiter un type de cancer qui est différent. Il n'y aura pas un patient ou un médecin qui va choisir un traitement juste pour sa durabilité. Ça serait toujours l'efficacité qui prend le dessous. Mais aujourd'hui, on va en parler beaucoup, mais dans le monde de hormones de croissance, sur le marché, tous les hormones de croissance, ils sont pareils. Un hormone de croissance et un hormone de croissance. Et c'est là où il y a un peu plus de choix pour les médecins, mais aussi les familles qui vont intégrer ces traitements dans la vie quotidienne, de demander, mais
comment ça se passe, comment je recycle mon dispositif, quel est l'impact de ouvrir tous ces cartons avec les aiguilles et tout ça. Et aujourd'hui, on reçoit les questions des médecins surtout, mais ça vient de son tour des familles, des rendez-vous médicaux qui demandent aux médecins comment ça se passe. Et ça rentre chez nous, et puis comme ça, on peut aussi intégrer cet aspect dans notre travail. Donc il y a une pression de l'usager qui remonte jusqu'à vous, mais qui fait du coup de votre offre un facteur de différenciation par rapport aux autres. Merci beaucoup. Gabriel Petit, bonjour. Vous êtes donc directeur commercial chez Delkia. Tout à l'heure, Jérémy Camp a commencé à parler des centres de données, des data centers, des entrepôts de données et de leur consommation énergétique. Le centre de données, c'est votre cœur de métier. Dites-nous un peu aujourd'hui, est-ce qu'on a une mesure de ce qu'un centre de données consomme? Alors évidemment, ça dépend de la taille, mais en gros, ce qu'il consomme et ce qu'il rejette d'ailleurs. Quelle est aujourd'hui l'empreinte d'un centre de données typiquement? Alors, pour préciser un peu les choses, nous, chez Delkia, au départ, on attaque plus le côté data center, non pas sur la partie numérique, mais sur la partie énergétique. En effet, la problématique aujourd'hui, c'est l'alimentation électrique du data center, mais aussi comment on va pouvoir récupérer cette énergie. Mon voisin tout à l'heure parlait du PUE. Certes, c'est un critère aujourd'hui de choix par rapport au data center, mais il y a toujours de l'énergie résiduelle qu'on appelle chaleur fatale et que l'on peut récupérer. Avant de commencer sur cette partie technique, je voudrais peut-être faire un petit peu un cours d'histoire pour revenir un peu sur l'évolution du data center. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, rappelez-vous, dans les années 70, il y avait des data centers numériques dans des banques avec des rouleaux qui venaient justement enregistrer les données, et on était purement sur l'enregistrement des données. Puis au fur et à mesure, de par les technologies, on a vu en effet des serveurs arriver, des serveurs isolés que l'on retrouve toujours dans des milieux de santé, dans des milieux tertiaires. Et puis après, on a centralisé ces data centers de façon à faire vraiment un data center où il y avait de la colocation, où il y avait de co-hébergement, où là en effet, nous en tant que Delkia, on commence à s'intéresser à comment comment consommer mieux et consommer le moins possible au niveau de ces data centers. Voilà. Donc pour vous donner quelques chiffres dans le monde, sachez qu'aujourd'hui dans le monde, c'est 11 000 data centers qui sont présents. C'est plus de 5 000 aux US, c'est 500 en Allemagne, c'est 450 en Chine et c'est à peu près 350 en France. Avec sans doute un rythme qui s'accélère. Avec une évolution en effet qui est plutôt forte. Alors également pour les plus jeunes d'entre nous, pour ceux qui ont plus de 30 ans, rappelez-vous en 2000, l'arrivée d'Internet, et on se demandait mais qu'est-ce que Internet et qu'est-ce qu'on va faire d'Internet? Donc 25-26 ans après, aujourd'hui, on a une vision sur l'outil Internet. Sauf qu'entre-temps est arrivé l'IA. Qu'est-ce qu'on va faire de l'IA? Alors on est aux prémices de l'IA aujourd'hui. Mais de mon point de vue, il va y avoir une évolution exponentielle de l'outil de l'IA et donc des data centers derrière. En termes d'énergie, sachez qu'aujourd'hui, en 2024, c'est 300 TWh de consommation électrique pour les data centers. Pardon, à travers le monde? De quoi? Au niveau du monde. Oui, ok. Au niveau du monde. En France, on est toujours à peu près sur 2% de consommation d'énergie. C'est 10 TWh par an. Et au regard des prévisions par rapport à l'IA et par l'évolution d'Internet, ce sera 20 TWh en 2030 et à peu près 30 TWh en 2035. Donc notre difficulté, c'est à la fois l'alimentation électrique de ces data centers, et dans un monde où on parle beaucoup de décarbonation, qu'est-ce que l'on va faire de cette chaleur fatale? Voilà. Voilà globalement. Alors sachant qu'aussi au niveau du milieu de la santé, vous avez des contraintes RGPD qui vous obligent à conserver les données pendant plus de 30 ans au niveau de la santé. Voilà. Donc tout ça fait qu'il y a une évolution du monde du data center qui n'est pas forcément, je dirais, des plus écologiques ou avec une bonne vision je dirais, des pouvoirs publics. Quoi qu'il en soit, il faut s'adapter et puis il faut justement trouver des solutions pour répondre aux besoins et aux décrets et aux lois aujourd'hui, par rapport justement à ce côté décarbonation et ce côté énergétique.
Oui, parce que là, le tableau que vous nous dressiez n'était pas très rose quand même. Il y a de plus en plus de data centers, il faut garder les données 30 ans. Avec l'IA, je pense qu'on ne mettra pas 25 ans comme avec Internet, même si ça fait quand même un petit moment qu'on sait, on sait déjà comment utiliser l'Internet. Donc l'Internet a 25 ans, mais on le sait depuis un petit moment comment l'utiliser. L'IA, ça sera sans doute beaucoup plus rapide que ça, tout simplement parce que l'IA elle-même va plus vite. Donc nous, il faudra qu'on s'adapte plus rapidement. Donc on est sur une pente qui est plutôt... exponentielle et qui va très très vite nous obliger à trouver des solutions. Aujourd'hui, chez Delkia, quelles solutions est-ce que vous avez, soit pour consommer moins, soit pour mieux utiliser ce qui se passe derrière, ce qui est émis derrière par les data centers? Alors en effet, comme on le précisait tout à l'heure, il y a le PUE. Le PUE aujourd'hui, sachez qu'il y a à peu près 5-6 ans, on avait des PUE moyens en Europe qui étaient de 2,56. Alors je ne me permettrai pas de répéter cet indice. Aujourd'hui, on est sur des PUE qui sont proches de 1,6. Donc il y a une amélioration en effet de ce PUE. Quoi qu'il en soit, il résiste toujours de la chaleur fatale de ce data center. Et aujourd'hui, nous, chez Dalkia, on cherche justement des solutions de proximité qui vont permettre à valoriser la chaleur fatale du data center. Alors il y a différents types de chaleur fatale. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents types aujourd'hui de serveurs. Il y a ce qu'on appelle des bacs à immersion qui dégagent beaucoup plus de chaleur de par la technologie des calculateurs. Et aujourd'hui, nous, on essaye de valoriser sur des réseaux de chaleur, chez un industriel de proximité ou dans du tertiaire à proximité de ce data center pour pouvoir justement récupérer cette chaleur fatale et la valoriser chez nos clients ou chez un futur client. Donc en effet, on a quelques exemples où on a chez EDF aujourd'hui un data center qui se situe à Noé et qui vient alimenter justement chez un client de santé plus de 5 MWh d'énergie récupérée sur le data center. Donc on vient effacer globalement plus de 30% de la consommation énergétique de ce client de santé. Voilà. Donc ce genre de choses aujourd'hui qu'on est capable de proposer à nos clients, que l'on est capable de proposer aussi aux hébergeurs de data center, de façon à mieux récupérer cette chaleur fatale. Est-ce que cette chaleur peut servir à la communauté et pas seulement à l'émetteur, ou au consommateur? C'est-à-dire que le consommateur, si je suis un grand centre de santé, que j'ai besoin d'utiliser un data center pour stocker mes données, je vais donc indirectement utiliser énormément d'énergie, en rejeter beaucoup, enfin émettre beaucoup d'émissions. Est-ce que derrière, ces émissions peuvent servir à d'autres, la réutilisation de cette chaleur peut servir à d'autres et pas seulement à soi-même? Alors tout à fait. On a d'autres applications aujourd'hui, pas très loin d'ici, sur Toulouse, ou sur le data center de Météo France. En fait, on vient alimenter plus de 1800 logements. C'est-à-dire qu'on a cette capacité de pouvoir, en fonction de l'utilisateur derrière, de pouvoir adapter, je dirais, cette chaleur fatale et la température de cette chaleur fatale de façon à l'utiliser au mieux. Voilà. Et que le client final en ressorte une économie derrière, bien évidemment, une économie d'énergie. Donc on n'efface pas complètement nos pertes, ou plutôt ce qu'on consomme et ce qu'on rejette, mais en tout cas une partie. Donc on est déjà, si on arrive à le faire de manière dans le même rythme que ce qu'on consomme, on a peut-être une chance d'être neutre. Mais j'ai l'impression que c'est quand même complexe. En tout cas sur l'aspect data center. Il y a peut-être sur plein d'autres aspects, on a des exemples. Julien Rousseau, pour remonter sur la question de départ, qui est celle de savoir si la e-santé en elle-même pouvait prendre soin de notre environnement, donc pas seulement limiter son propre impact, l'impact du numérique sur l'environnement, mais prendre soin de l'environnement. Sur quels aspects est-ce qu'on peut travailler sur tout le parcours de soins pour essayer de se dire là, la e-santé a un rôle à jouer pour peut-être limiter l'impact global sur l'environnement? Déjà, je pense que ce qui est important, c'est de prendre les émissions de gaz à effet de serre en France et de voir la répartition. 8% de ces émissions sont liées au secteur de la santé. Et donc, on a souvent en tête, il y a un lien évident qui se fait entre prendre soin de notre environnement, c'est prendre soin de notre santé, mais l'inverse est tout aussi vrai. Prendre soin de notre santé, c'est aussi prendre soin de l'environnement. Pourquoi ? Parce que sur ces 8% d'émissions qui sont liées au secteur de la santé, il y en a plus de 40% qui sont liés à deux facteurs que sont les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc, la conclusion de ça, la déduction logique, c'est de dire qu'il y a un maître mot qui est un levier pour agir sur la baisse des émissions, c'est la prévention.
Et donc, moins malade, moins de consommation de médicaments. Voilà, exactement. Moins de consommation de médicaments, moins de consommation de dispositifs médicaux. Donc il y a une dimension prévention qui est évidente, c'est rester le plus longtemps possible en bonne santé. Je donne un exemple côté Pierre Fabre, et je pense que c'est entre guillemets un exemple qui sera utile pour tout le monde. C'est que d'un point de vue cancer cutané, d'un point de vue cancer de la peau, il y a 80% des cancers qui sont évitables. 80%. Et donc là, il y a des gestes très simples. Enfin, là, c'est juste faire appel à du bon sens. C'est moins s'exposer au soleil, et en particulier aux heures les plus chaudes, et puis c'est appliquer de la crème solaire adéquate. Eh bien, il y a une étude il y a un programme qui s'appelle SAFE, donc Sunset Assessment Family Experience, qui a été développé par Pierre Fabre. Donc on est sur 50 000 personnes, dont 4 000 en France, 20 pays, pour avoir un peu de données sur le sujet, quoi. Et voir quels sont les leviers et comment agir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les personnes ne prennent pas en compte des choses aussi simples que la prévention dont je viens de vous parler. Donc la première chose, c'est que déjà, il y a un oubli. Voilà, je suis en vacances, j'oublie une protection solaire. Et la deuxième chose, c'est le côté très fastidieux de se passer de la protection solaire. Et en fait, Nouria Pérez, notre directrice médicale et patients et consommateurs, avait déjà pris cet exemple l'an dernier. Et moi, c'est comme un fil rouge que de reprendre cette expérience, puisque les équipes de Nouria, en 2025, ont embarqué des étudiants de la Toulouse Business School pour essayer de travailler sur le message et de voir comment la jeune génération pouvait s'approprier tout ça. Pourquoi les gens savent qu'il faut se protéger mais ne le font pas, finalement. Exactement. Et donc ça, c'est des dimensions très psychologiques, c'est-à-dire qu'on a notre cerveau rationnel qui nous dit non mais en fait c'est évident, et puis on a la partie très émotionnelle qu'on maîtrise pas et on a besoin de comprendre pourquoi. Et en travaillant avec ces étudiants, les équipes de Nouria Pérez ont vu que en fait pour eux, le fait que le risque de cancer, c'est pas ce qui va les toucher, il y a un côté très éloigné, même si on sait que ça va avoir un impact. Et par contre, le risque de vieillissement de la peau, là par contre, ça les touche. Donc, nos équipes ont mis en place MySun Experience, donc c'est une web app que vous pouvez toutes et tous télécharger. Et donc qui montre l'impact avec une bonne photoprotection les impacts sur le vieillissement de la peau qui sera plus ou moins important. Donc ça, j'imagine que il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont des ados, des gens qui sont étudiants. Donc je vous invite vraiment à télécharger cette web app gratuite, donc qui va dans le sens d'une dimension prévention santé pour rendre les messages les plus efficaces possibles. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des parties prenantes externes et notamment un groupe d'étudiants. Et j'espère que cette web app, elle sera plus populaire que l'était le phénomène Sun Tattoo qu'on a vu sur TikTok fleurir cet été, quoi. Voilà. Donc là, typiquement, un exemple où une solution numérique peut, en faveur de la prévention peut agir, puisque la prévention, c'est éviter de la consommation de consommables et de médicaments, peut agir en faveur de l'environnement. Et elle est gratuite. Elle est gratuite, magnifique. Imogen Marouya, tout à l'heure, vous avez parlé aussi de votre aspect consommable et hardware. Est-ce que, de la même façon que Julien Rousseau vient d'expliquer, vous répondez aussi à des exigences déjà de prévention, et de moins de consommables aussi? Oui, exactement. Donc, bien sûr, la prévention, ça serait l'idéal pour toutes les maladies, mais malheureusement, il y a les maladies qui se manifestent même avec tous nos efforts. Et je trouve ça naturel que je peux en parler de deux actions qu'on prend pour le traitement. Je vais parler du même monde du hormone de croissance aujourd'hui parce qu'on a ces deux parties. On a la partie hardware qui est un dispositif médical qui injecte l'hormone de croissance. C'est une injection quotidienne pour les enfants pendant de plusieurs années. Et aujourd'hui, nous avons un dispositif qui est réutilisable. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, jusqu'à 5 ans, l'enfant et la famille peuvent faire ces injections quotidiennes avec le même dispositif au lieu d'utiliser un stylo jetable. Donc imagine, j'ai fait les calculs ce matin, donc imagine si on dit que la hauteur d'un stylo injectable c'est 1 cm.
Et si on mettait tous ces stylos un puis l'autre, comme si c'était les lits superposés, vous voyez, ça serait la même hauteur que moi 11 fois sur mes épaules. Ça sur un an ou sur tout le programme de traitement? Sur 5 ans. Sur 5 ans. Donc, puis, si on va continuer le traitement plus que 5 ans, on va être fourni un nouveau dispositif parce que c'est quand même un dispositif qui est connecté et il y a les parties électroniques qui vont avoir une obsolescence. Mais puis, je trouvais ça impressionnant quand même qu'avec un dispositif qui fait un peu, même pas la taille de nos microphones, on peut remplacer 11 fois mon hauteur en stylo jetable, en plastique. En général, des fois en aluminium, mais en général en plastique. Donc c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut éviter de mettre dans l'environnement. Bien sûr, il y a les options puis avec les stylos plastiques de recyclage, de récupérer les stylos, tout ça. Mais vraiment, la première astuce, c'est évite de même mettre dans l'environnement. Donc ça, c'est super. Puis l'autre partie, je voulais en parler, c'est notre plateforme connectée. Donc notre injecteur connecté, ça permet de collectionner les données sur le jour, la date, la profondeur d'injection, voilà tout ça. Et les soignants, les professionnels de santé, ils peuvent visualiser ces données sur les patients dont ils s'occupent. Et ils peuvent utiliser ces données pour surtout suivre l'observance des patients. Donc ça veut dire, est-ce qu'il prend bien ce traitement comme j'ai fait l'ordonnance. Et on peut voir les tendances de s'ils vont bien, s'ils vont pas bien. Et du coup, le professionnel de santé peut faire un triage des patients. Donc au lieu de voir tout le monde à la même fréquence tout le temps, on peut dire ce patient, il ne pas bien, on le laisse tranquille, c'est bien, et bien sûr on va avoir un suivi, mais on peut faire un peu moins fréquemment, pas besoin de se déplacer, pas besoin d'attendre, pas besoin de faire les appels, toutes ces choses. Et de l'autre côté, si on voit qu'un patient galère un peu, on va les appeler, on va les voir plus fréquemment pour mettre en place une meilleure observance. Donc quand on parle de la santé numérique et si ça peut prendre soin de notre environnement, on parle aussi de échanger les gestes qui se fait peut-être en général en face à face ou sur papier. Imagine tous ces sondages, ces formulaires on doit remplir chez le médecin. On peut remplacer ces gestes avec un geste numérique et en améliorant en réduisant l'impact environnemental. Merci Jérémy Camp, pardon. Sur cette même question de est-ce que la e-santé, le numérique peut prendre soin de notre environnement, est-ce que ça, auprès des établissements de santé que vous accompagnez au GRAD, est-ce que c'est un argument qui résonne? Est-ce qu'il y a une conscience que se tourner vers le numérique pour une partie des soins peut éventuellement diminuer cette empreinte environnementale du soin au sein de l'hôpital? Alors dans les discours, c'est quelque chose qui peut être compliqué parce qu'aujourd'hui, le durable, le numérique durable, ou l'environnement, c'est souvent un peu la dernière roue du carrosse. Il y a 1 million de priorités avant, on a parlé un peu de RGPD, de cybersécurité, de financement. Donc en fait, se dire, il y en a encore un qui vient ajouter le reste et c'est pour ça qu'on essaye plutôt de l'intégrer. Ça fait partie, en fait, c'est AROI, comme on disait tout à l'heure, plutôt que c'est une nouvelle contrainte qu'il faut intégrer. Parce que pour le coup, pour que le numérique protège l'environnement, ça veut dire qu'il faut, pour rappel, bien intégrer qu'il a des impacts. Donc on a beaucoup parlé d'émissions, mais il y en a d'autres. Il y a l'eau qui est utilisée. Quand on construit un data center dans une zone où il n'y a pas d'eau, on génère des stress hydriques et l'eau, elle n'est pas disponible pour l'agriculture ou les personnes, par exemple. Il y a aussi les matières premières qui sont extraites. Construire des CPU, des terminaux, des téléphones, des ordinateurs, en fait, tout ça, c'est pas anodin, ça nécessite beaucoup de matière. On parle des terres rares qui sont pas rares dans la croûte terrestre parce qu'elles sont largement présentes, mais elles sont très difficiles à extraire. Dans un contexte où, par exemple, la Chine a une grosse part de marché sur tout ce qui est raffinerie. Donc il faut aussi avoir conscience qu'on va dans un monde où on va avoir des pénuries qui sont déjà plus ou moins annoncées sur certains composants.
Tout ça, donc pour faire du bien à la planète Terre, une fois qu'on a conscience qu'il y a des impacts, c'est se dire ok, je considère que la planète, l'environnement est une partie prenante et qu'est-ce que je peux faire en termes de numérique pour la protéger. Donc réduire les impacts, c'est un axe. On a parlé de l'éco-conception, mais il y a aussi des méthodologies comme on peut parler du Green for IT ou l'IT for Green, l'IT for Human. Si on prend la télésanté par exemple, la télésanté ça permet d'éviter des déplacements. Donc les déplacements qu'on évite, c'est des émissions en moins. Donc si on se dit il y a un besoin patient, un besoin professionnel de santé et qu'on intègre aussi la composante terre dans la définition des solutions, on peut réussir à trouver des leviers qui jouent à la fois pour l'intérêt des patients, des professionnels de santé et pour la planète Terre. Parce que là, j'ai parlé de la télésanté, mais quand on fait de l'optimisation énergétique avec des capteurs qui éteignent les lumières quand les personnes ne sont pas là, c'est pareil. Après, c'est important quand on se dit ça, de prendre de la hauteur et d'avoir une vision multicritère et globale. Parce que si on se dit on va agir sur le CO2 ou les équivalents CO2, il n'y a pas que le CO2, c'est bien, mais peut-être qu'on va dégrader l'impact matière première ou eau. Donc si on n'a pas cette vision multicritère, c'est les logiques d'analyse de cycle de vie, en fait on peut se planter, penser qu'on fait quelque chose de bien alors qu'en fait on fait pire. Donc l'autre pan de la prise de hauteur un peu globale, c'est le paradoxe de Gévon. En fait, c'est avec les progrès technologiques, on va prendre les réseaux par exemple, la 5G est plus efficace que la 4G, elle consomme moins d'électricité. On peut prendre l'aviation aussi. Un avion, quand on ramène l'émission par passager, c'est plus faible. Par contre, vu de la planète Terre, la seule émission qui compte, c'est l'émission globale. Comme la 5G, quelque part, est plus performante, en fait, elle génère des nouveaux cas d'usage. C'est pareil pour l'aviation. Si l'émission globale augmente, à la fin, on n'a pas gagné. On n'a pas réduit, on n'a pas protégé la planète, on n'est pas au service de l'environnement. Et les accords de Paris, c'est déjà mal barré pour les tenir. Dans un monde qu'on souhaite le plus soutenable possible pour nous et les prochaines générations, c'est des problématiques qu'il faut intégrer dans leur globalité. Et alors, je vous donne la parole immédiatement tout de suite, mais juste pour rebondir là-dessus, parce que cette question de ce calcul dont vous parlez, qui devrait être fait, est-ce qu'il est fait au sein des établissements de santé et qui le fait? Parce que j'ai du mal à me représenter, vraiment, qu'un dirigeant d'établissement passe du temps, finalement, ou même qu'une DSI, une direction des systèmes d'info, passe du temps à se poser cette question quand l'urgence c'est de soigner, c'est de dépenser un budget qui est limité et ainsi de suite. C'est toute la difficulté, effectivement, la problématique de la mesure, parce que si on veut progresser et suivre, il faut mesurer, elle n'est pas faisable pour tout. C'est pour ça qu'il faut être pragmatique, se dire ok, qu'est-ce qui peut être mesuré facilement. Et aujourd'hui, on a les bilans carbone, par exemple, qui sont obligatoires pour les entreprises de plus de 500 personnes, hors erreur de ma part. Il y a d'autres indicateurs qu'on peut mesurer. Alors la facture électrique, le nombre de kilowattheures, ça se mesure, même si c'est pas directement les émissions. Il y a des obligations aujourd'hui qui permettent d'avoir des infos. Il y en a d'autres où on sait qu'on ne pourra pas les avoir. Et il ne faut pas tomber dans une logique où mettre en place la mesure va coûter plus d'émissions que ce qu'on souhaite gagner. Donc en fait, c'est un juste milieu qu'il faut essayer de trouver. Donc c'est comme on disait tout à l'heure, la première étape, c'est se poser la question. Et après, il y a des pratiques, on sait qu'elles sont bénéfiques, et d'autres, ou en tout cas, se dire attention, ça peut aider. Donc le levier sur le réponse, mais pardon. Le levier sur lequel appuyer, est-ce que c'est celui par exemple, comme dans le cas de la prévention, on prévient l'arrivée de maladies, donc il y a évidemment une idée de durabilité, mais également une idée de soin, tout simplement, au titre de notre santé collective. Est-ce que c'est sur ce levier-là qu'on joue à l'hôpital? Est-ce que c'est le levier du budget? Est-ce que c'est sur le levier de la simplicité de déploiement? Je pense que le budget peut être un bon levier, surtout quand c'est un sujet qui n'est pas pris par défaut, et je peux donner un exemple concret, sur des systèmes qui ont un gros héritage, des systèmes informatiques qui ont plusieurs années, qui n'ont pas forcément fait l'objet de ces questions, en fait, de venir faire des audits, et ça peut être des audits très pragmatiques, combien mon application elle consomme de CPU, de RAM, est-ce que les fonctionnalités sont vraiment utilisées auprès du terrain, ça permet d'en sortir des plans d'action qui sont facilement mettables en œuvre et sur lesquels on voit un ROI rapidement. Nous, on l'a fait par exemple côté e-santé Occitanie et on a généré plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économies juste avec un plan d'action qui était du bon sens, si je peux me permettre. Mais si c'est des questions qui ne sont pas adressées sur la durée, en fait, c'est intéressant de venir sur l'angle financier. C'est aussi l'ordre du 80-20. Il faut mettre l'effort là où on peut avoir le plus de ROI. Donc, si on identifie les postes comptables, par exemple, d'une entreprise, se dire « Ah tiens, là-dessus, on n'a jamais mis le nez dedans.
ça pèse 60% de notre budget. Mais là, venir faire un audit, et pour ça, on peut même s'appuyer sur des prestations. Il y a plein aujourd'hui d'experts qui savent faire ça. C'est pas si excessif au regard du ROI. Ils arrivent, ils font un audit, ils posent un plan d'action, ensuite on déroule et on a notre ROI. Donc pour moi, l'angle financier est un bon angle pour démarrer. Sur la durée, quand on fait tout bien, c'est plus forcément le bon angle vu qu'on a tout optimisé. Mais pour se lancer, c'est un très bon levier. Imogen, vous vouliez intervenir? Oui, si vous acceptez, je voulais juste rebondir sur 2 points de Jérémy pour augmenter un peu plus, parce que pour votre question sur comment mesurer aussi l'impact, donc chez Merck, on reconnaît que c'est jusqu'à 80% de l'impact environnemental d'un produit, ça vient de la recherche et développement. Et donc on a un outil qui s'appelle GreenSpeed, et les équipes ils peuvent utiliser cet outil pour faire une évaluation automatisée de vraiment évaluer tout le processus, les matériaux de base, les déchets, les chimicaux qui étaient utilisés, tout ça. Et puis avoir aussi des suggestions comment rendre plus durable ce processus. Donc, il y a les outils, peut-être pas pour tous les produits au monde, mais ça commence aussi. Et puis, le deuxième point où je voulais juste renforcer, on a parlé de téléconsultation, télésurveillance et les vites de visites, de déplacements, de tout ça. C'est là où aussi je veux renforcer sur la durabilité. C'est pas juste une question de l'environnement d'une façon classique, mais aussi de l'accessibilité. Donc la télésurveillance et la téléconsultation aussi, ça donne l'opportunité, surtout dans les communautés rurales, d'avoir un lien, une connexion avec les soignants, où d'habitude peut-être ils doivent conduire 2 heures, 4 heures, aller même à l'étranger pour avoir ce rendez-vous avec un médecin. Donc, et c'est super. Et puis, juste pour finaliser, je vous laisse continuer, pour quel levier qui peut vraiment nous pousser à réduire dans les solutions. Je donne juste un exemple concret. Nous fournissons aussi les solutions aux populations où ils sont plus probable d'avoir un portable avec un modèle pas très récent. Donc ça veut dire qu'il y a moins de mémoire, moins de RAM, et du coup, nous, on est obligé de créer une solution qui prend moins de place sur le portable, parce que sinon on a les soucis d'adoption, parce qu'ils ne peuvent même pas accéder à la solution. Donc, et là, on n'a pas de choix, en fait. Donc, ce n'est pas un levier budget, ce n'est pas un levier juste rentrer dans les normes, c'est aussi, en fait, pour même donner l'accès à une solution, il faut chercher les solutions innovantes. C'est de la frugalité par nécessité, et plutôt que par design, c'est s'adapter. Vous parliez tout à l'heure du low code et du green IT, de moins coder pour ne pas amasser du CPU. Là, c'est moins codé plutôt pour s'adapter à et je voulais donner cet exemple assez concret parce que je crois que tout le monde a eu cette frustration de voir que vous avez plus de stockage sur le portable et vous voyez la taille des applis sur le portable, et on pense à ça aussi. Très bien. Gabriel Petit, pour essayer d'avoir une vision un peu prospective. Tout à l'heure, on parlait de la pente sur laquelle on est en termes de consommation, qui ne va que s'accroître ou s'accélérer et remonter encore plus vite au fur et à mesure que l'IA prend de l'ampleur. Qu'est-ce qu'on a comme solution aujourd'hui pour faire face à ça? Est-ce que ça passe par un encadrement déjà? Je crois que vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, il y a quand même des contraintes réglementaires. Est-ce que ça va dire de plus en plus de contraintes réglementaires? Est-ce qu'elles vont aller assez vite pour contrer l'effet de notre augmentation de consommation et de rejet par l'IA? Donc en effet, si on fait un peu un REX sur 5 ans, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, de par cette centralisation des données dans des data centers, la demande de puissance aujourd'hui a été multipliée par 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025-26, on est sur des puissances moyennes globalement de 5 MW IT au niveau des data centers. Donc aujourd'hui, en effet, les pouvoirs publics, et de par cette volonté de sobriété énergétique et de décarbonation, aujourd'hui prennent des mesures
de façon à ce que toute construction ou tout nouveau data center soit fait dans des règles. Et aujourd'hui, il y a une directive européenne qui a été mise en place en 2024 qui oblige tout nouveau data center et tous les data centers existants de plus d'1 mégawatt d'établir des études pour savoir comment on valorise cette chaleur fatale au niveau du data center. Voilà. Et donc ça, c'est une obligation qui doit être faite, en effet, d'où notre accompagnement par rapport à ces data centers. Et le but étant de dire, voilà, comment on peut consommer mieux, comment on peut valoriser cette chaleur fatale et comment elle peut servir sur d'autres utilisations, sur d'autres clients, sur le fait d'apporter des énergies renouvelables sur nos réseaux de chaleur. Voilà, il y a tout un process qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus sur le data center est un gros consommateur d'énergie, mais comment on peut utiliser cette énergie sur d'autres applications. Et c'est vraiment là où je pense que de par l'évolution, de par l'intelligence artificielle, de par l'évolution de ces besoins et de calculateurs numériques, on peut sortir vers le haut justement cette image de data center qui est plutôt pas forcément positive sur la partie énergétique, mais comment on utilise au mieux cette chaleur fatale. Julien Rousseau, sur l'aspect IA, justement, on est tous de plus en plus amenés à utiliser l'IA, en tout cas dans sa version générative, comme ChatGPT, dans notre quotidien, mais également au travail de plus en plus. Et c'est tentant, pourquoi s'en priver, si ce n'est pour des considérations effectivement de l'impact environnemental. Au titre de vos responsabilités d'engagement collaborateur, comment est-ce que vous arrivez à la fois insuffler une culture dont vous parliez tout à l'heure de la durabilité auprès de vos fournisseurs et en interne, et en même temps encourager, s'il le faut, une utilisation qui va vous permettre d'innover, de gagner en efficacité de l'IA? Alors, je pense qu'il faut prendre, comme d'habitude, avant de se lancer, le sujet avec un peu de hauteur. C'est-à-dire que la durabilité, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc forcément, on est sur une bataille qui est une bataille culturelle. Pour faire rimer IA et durabilité, il y a grosso modo 4 grands réflexes à avoir. Et ça, à partager avec l'ensemble des experts métiers qui peut se personnaliser en fonction de chaque expert métier. Et ça marche, à mon avis, quel que soit le secteur d'activité. Le premier des réflexes, c'est vraiment de se dire de ne jamais oublier en route son cerveau. Donc à chaque étape, avant, pendant ou après l'utilisation de l'IA, parce que ça c'est déjà un rappel de se dire j'ai besoin d'avoir un regard critique sur le sujet. Le deuxième des réflexes en tant qu'expert métier, et là on est avant un projet numérique, là pour le coup, c'est est-ce que je vais intégrer de l'IA dans mon projet ou dans mon service. C'est à ce moment-là, le deuxième réflexe, c'est d'évaluer les impacts positifs et les impacts négatifs, c'est-à-dire au moins les formuler. C'est-à-dire, ça, c'est du bon sens aussi. Oui, les formuler, parce que les mesurer, c'est quand même très difficile. Oui, alors les mesurer, on peut, justement, ça va nous amener au troisième réflexe, mais en tout cas, se dire, tiens, quelle est la proposition de valeur que je vais avoir, pourquoi c'est le why, pourquoi je suis en train de faire ce que je fais. Voilà. Et pourquoi il me faut là de l'IA, quelle valeur ajoutée ça aurait pour pouvoir essayer de projeter, si ce n'est de mesurer concrètement, parce que là, il faudra faire appel aux fournisseurs, mais de projeter les avantages et les inconvénients de l'approche. Je vous donne un exemple simple, dans lequel il y a aussi un côté plutôt positif, où on a intérêt à intégrer de l'IA dans nos projets numériques. Si je suis par exemple chef de produit marketing, je travaille pour une marque, je dois faire du shooting photo pour mes produits de protection solaire à veine dont on parlait tout à l'heure, qui vont éviter les 80% de cancer de la peau évitable. Mais là, je vais avoir... je vais éviter un déplacement, par exemple, et je vais avoir un shooting photo qui peut être fait par une solution d'IA générative qui peut être intégrée dans ma société. Ça, c'est le premier niveau. Je suis chercheur. Quand je suis chercheur, je me rends compte que je peux avoir, grâce à l'intégration d'une solution d'IA, une détection précoce des cancers. Donc là, je peux projeter les avantages et les inconvénients en me disant oui par rapport à l'approche de prévention dont on vient de se dire tout à l'heure et d'essayer de prendre les choses le plus précocement possible. Alors à ce moment-là, oui, ça vaut le coup d'intégrer de l'IA. Et parfois, je vais répondre non.
Donc là, on est au deuxième réflexe. Et là, le troisième réflexe, c'est quand le chef de produit marketing et quand notre chercheur, ils vont se prendre tous les deux par la main et ils vont aller voir la direction des achats pour se dire, là, on a bien réfléchi, il nous faut intégrer de l'IA dans ce projet numérique. Et donc, du coup, il va nous falloir donc des critères dans les appels d'offres numériques responsables, dans laquelle on inclut la durabilité dans un closier d'achat numérique responsable. Donc ça, c'est le troisième des réflexes. Et le quatrième des réflexes, il est une fois que dans mon organisation, j'ai intégré de l'IA, et donc la solution, on va dire, l'IA la plus populaire qui est dans tous les métiers, c'est l'IA générative. C'est là que je vais travailler sur la formation, l'accompagnement de mes utilisateurs pour prompter efficacement et à bon escient, tout en ayant en tête le premier réflexe de toujours utiliser son cerveau d'abord. Donc bref, ce quatrième réflexe, il est important, mais il arrive en dernier, parce que là, je travaille sur l'éco-geste numérique. Parce que comme tout le monde le sait, la majeure partie des impacts, Imogen l'a dit tout à l'heure, c'est en amont que ça se passe. C'est pas en aval que ça se passe, ça veut pas dire qu'il faut pas le travailler. Au design et à la fabrication, en tout cas pour ce qui est de ce qui est physique. Vous parlez du shooting photo qui peut être remplacé par de l'IA. Bon, il y a quand même évidemment un impact énergétique fort dans tout ce qui est solution de génération d'images. Oui, c'est certain. La question, c'est de se dire quel est l'impact, et ça je peux le mesurer, d'un trajet que je pourrais avoir à ce moment-là et du travail que ça va générer en aval, puisque comme on le sait, la majeure partie de l'impact aussi, il y a l'entreprise, mais il y a tout ce qui se fait sur la partie amont. On l'a dit au tout début sur les achats. Donc c'est pour ça qu'il est important de projeter et de mesurer dès qu'on peut les impacts positifs et négatifs et de faire des arbitrages. En fait, quand on met en place des choses, il faut juste les mettre en place en conscience. Et mettre en place quelque chose en conscience, c'est essayer de projeter les externalités positives et les externalités négatives. Pour reprendre à nouveau le mot de Julie Durand. Il nous reste 3 minutes et j'aimerais bien pouvoir ouvrir la session, je ne sais pas si on a des gens derrière ou pas, mais en tout cas ouvrir la session à quelques questions du public sur ces sujets. Voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a? Levez la main. Non. Eh ben, c'est pas full de questions. Eh ben, un dernier mot alors peut-être de nos participants dans les 2 minutes qui nous restent. Jérémy, quand je vous vois avec le micro. Alors, je m'inscris pleinement dans ce que mon collègue vient de dire. Je pense qu'il faut aussi réinstaurer une logique de la limite dans un monde de l'IA, parce que la consommation d'un service numérique versus un service IA, de par les composantes techniques utilisées, CPU, GPU par exemple, c'est énorme, c'est vraiment monstrueux. Et en fait, c'est pas soutenable d'imaginer un monde en fait où l'IA est partout, tout le monde utilise de l'IA, récréatif par récréatif. Donc il faut bien identifier les cas d'usage où c'est vraiment pertinent, donc prendre des décisions éclairées en conscience. On peut citer la génétique, les molécules, et en santé pour le coup il y en a plein. Et instaurer aussi par la sensibilisation, est-ce que là ça doit être utilisé, pas utilisé, et cette culture de la limite. Si je donne des exemples concrets, avant on payait les SMS à l'unité, donc on comptait les caractères pour pas arriver sur le second SMS. Au-delà de 151, c'est ça? Voilà, alors je sais plus le chiffre. C'est pareil pour les réseaux, en fait, quand on paye un forfait illimité, on ne regarde pas ce qu'on dépense. Donc le fait d'instaurer des limites, par exemple d'avoir des boîtes mail de 20 gigas au lieu de 100 gigas, automatiquement on intègre des réflexes de gestion qui s'inscrivent dans une logique de durabilité. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est un peu perdu, parce que aujourd'hui, rajouter de la CPU, c'est pas cher, rajouter de la RAM, c'est pas cher. Tout est pas cher, tout est facilement fait par les logiques d'industrialisation et de progrès, mais c'est pas soutenable comme philosophie, parce que le monde, c'est une économie finie, comme Jancovici l'explique très bien. Donc, pour moi, c'est une des clés aussi pour s'inscrire dans un monde plus durable. Imogen, un dernier mot, peut-être? Oui, j'allais rajouter sur cette partie d'hésitation avant d'implémenter solution IA. En fait, c'est pas tout à fait dans la durabilité, mais avec les réglementations qui arrivent avec le EU AI Act, par exemple, qui va être introduit l'année prochaine, on fait beaucoup de discussions sur est-ce qu'on veut vraiment utiliser du IA, parce que ça amène aussi un certain effort, qualité réglementaire pour démontrer la sécurité des données, qu'on utilise le cerveau d'abord, que c'est bien pensé ce qu'on va faire. Et donc, il y a ce petit filtre qui est en fait la deuxième question, je crois, est-ce qu'on veut vraiment utiliser ça? Est-ce qu'il y a une valeur qui
qui le rend rentable, quoi. Et je crois que Jeremy l'a dit tout à l'heure aussi, mais le sujet cybersecurity, ça commence à rendre dans la durabilité aussi. Et j'aimerais voir qu'il y a plus de liens en général entre, si on a un cybersecurity, un cyber resilience, en fait, ça contribue aussi à la durabilité. Oui. Alors, pour rebondir là-dessus, il y a des travaux qui ne sont pas si anciens que ça, qui s'appellent le Secure and Sustainability by Design. Et donc, il y a des mines d'informations à aller chercher là-dedans. Et notamment, on est à l'ISIS, c'est une école d'ingénieurs. S'il y en a qui veulent travailler sur le sujet, je pense qu'il y aura de l'emploi à l'avenir là-dedans. Donc, et je voulais dire une dernière chose, parce que l'IA est un buzzword aussi aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la majorité de l'impact, c'est pas les data centers, ça l'est toujours pas. Alors, il va y avoir une augmentation exponentielle et il faut évidemment travailler dessus. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste pour rappeler que la majorité de l'impact, ce sont les écrans, pas que celui-là, et que en 2019, dans le monde, il y avait 34 milliards d'équipements numériques. Il y en a aujourd'hui 68 milliards. Donc, il y a aussi cette augmentation croissante. Et ça n'est pas parce qu'on parle uniquement de l'IA, il faut juste un peu dézoomer et défocaliser en se disant que notre capacité à prendre soin de ce qu'on a déjà, à augmenter sa durée de vie, à acheter reconditionné, c'est aussi à lutter contre fatalement de fait l'obsolescence logicielle. Ce sont des choses au moins aussi importantes, si je regarde les statistiques, si ce n'est plus, mais il faut travailler tous les sujets en même temps. Et je voudrais juste faire un petit peu de promotion pour un partenaire qui s'appelle Envoi, qui est en Occitanie, qui est un best-in-class sur ces questions de travail reconditionné et d'emploi inclusif. Donc j'invite vraiment toutes les sociétés qui veulent travailler aussi la durabilité à s'engager envers Envoi, parce qu'elles auront aussi un fournisseur qui sera un fournisseur qui va dans le sens de la durabilité. ENVOI ENVOI, Envoi, donc c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Voilà. On va chercher ça dans notre chat GPT préféré. Un dernier mot, Gabriel Petit. Oui, tout à fait, merci. Donc on connaît tous EDF en tant que producteur, aussi bien en tant que fournisseur d'énergie, enfin d'électrons. On connaît peut-être moins EDF sur son offre data center et territoire, qui permet justement de construire, d'investir et d'accompagner ses clients pour la construction d'un data center, tout en respectant la partie sobriété, sécurité et sobriété énergétique. Sachez que en 2026, EDF va réaliser son premier POC avec un investisseur privé sur Mérignac, et dans le cadre d'une ZAC, de réaliser un data center qui va pouvoir être sobre, mais aussi alimenter, tout en périphérie, un ensemble de magasins, de commerces, dans le cadre de la récupération de chaleur fatale. Voilà. Et d'autres sujets sont en cours également sur le plan national. Super, merci beaucoup. Jérémy Camp, on était sur vous avant pour le mot. Vous aviez un dernier mot quand même? Dites-nous. Alors pour le coup, s'il y a des professionnels de santé ou des établissements qui ont envie de s'embarquer dans le numérique durable, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher du Grady Center Occitanie par l'animation territoriale ou par notre site internet. On a vraiment pas mal de choses pour les aider à se mettre en route. Est-ce que ce sont les dirigeants, les responsables de systèmes d'info, les responsables RSE, qui sont les contacts privilégiés? Toute population. Ok, super. Merci beaucoup. Merci encore à tous les quatre. Merci au public.